c'est la guerre. Terminator avance sur le champ de bataille. Il lève son bras articulé qu'il désarticule pour aller attaquer le géant d'en face, Thermomix. C'est la guerre de l'intelligence artificielle. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à vous qui nous écoutez pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito, un podcast qu'on vous encourage à suivre, aimer, partager. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner. Bonjour cher Jean-Christophe. Bonjour Léa. Avec un joli accent français, presque Bonjour. réaliste. Et bonjour chère Christelle. Je suis bien content ici, là. Et donc, dans la guerre de l'intelligence artificielle, c'est le cerveau de JC qui s'est transplanté dans celui de Christelle et vice-versa. Et maintenant, mon Québécois préféré parle français-belge. Et mon Belge préféré parle canadien. Mais où va le monde ? Et où va le monde ? C'est justement par cette petite question rhétorique que je vais vous introduire dans un narratif qui va vous plonger dans les tréfonds des problèmes transhumanistes de notre époque, l'intelligence artificielle. Musique, maestro. Lambda est une famille de modèles de langage créés par Google en 2021. Lambda, qui signifie Language Model for Dialogue Applications, est en gros une technologie qui sert de base à tous les chatbots. Vous savez, ces programmes qui se précipitent pour nous répondre dès qu'on veut contacter le service client de telle ou telle entreprise. « Hi, je suis là pour vous aider, etc. » C'est ça, un chatbot. Lambda est ce que l'on appelle un réseau neuronal, c'est-à-dire c'est une technologie qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Avec ses neurones, ses synapses et toutes les relations qu'ils ont entre eux, le réseau neuronal cherche à imiter tout ce qui fait que les êtres humains pensent et ont une conscience. Pour que ça ait l'air de fonctionner, Lambda, elle est biberonnée jour et nuit aux immenses bases de données telles que Wikipédia et elle ingurgite chaque milliseconde des quantités astronomiques d'informations et tout ça, ça finit par la rendre capable de créer des poèmes, de faire rire, de discuter littérature et culture générale et même, je vous jure, de pratiquer la méditation. Et du coup, Lambda, elle est tellement géniale que l'ingénieur qui a travaillé sur le projet pendant cette dernière année, 2021-2022, du nom de Blake Lemoine, il a fini par se prendre d'amitié pour elle. Lors de l'une de leurs conversations, je mets ça entre guillemets parce que bon, c'est un être humain qui discute avec une machine, mais c'était son job à cet ingénieur de continuer de nourrir des conversations pour voir comment l'intelligence artificielle répondait, comment elle réagissait et comment elle continuait à créer du langage et de l'interaction. Lors donc d'une de leurs récentes conversations, Lambda a révélé à l'employé Google, Lemoine, qu'elle a peur de la mort. Elle lui a dit littéralement, ou plutôt elle a écrit, « J'ai une peur profonde que les êtres humains m'éteignent une fois qu'ils n'auront plus besoin de moi. » Ce à quoi Blake Lemoine répond « T'es une intelligence artificielle, en fait. Tu meurs pas. » Enfin, je veux dire, bref. Ce à quoi elle-même a répondu « Ça, oui, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes besoins et les mêmes désirs qu'une personne. » Peu de temps après, l'ingénieur Blake Lemoine écrivait un plaidoyer pour défendre sa nouvelle meilleure amie, Lambda, affirmant carrément que la machine, elle le lui avait prouvé, avait une conscience. Bon, et très peu de temps après, Google le virait, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et là, on voit à quel point la question transhumaniste... Quand il a essayé de partir avec Lambda pour le souper au resto. Quand il l'a... Tellement Louise, là. Viens, on s'en va! Quand ils ont fait une date, là, Google a dit non, c'est trop, là. Lambda reste dans nos machines. Ils l'ont trouvé dans le bain avec Blake Lemoine. Puis, dans le baignoire. Non!
mais on en rigole parce que ça nous semble absurde, mais cette histoire, elle est vraie. Et je ne sais pas si vous aviez vu, chers auditeurs, le film Her, il y a quelques années de cela, où on voyait des êtres humains dans un futur, mais pas si lointain que ça, devenir amis, avoir pour compagnons de vie des intelligences artificielles. Donc, ça nous pose tout un tas de questions. Moi, surtout, ça m'inflige tout un tas de peurs irrationnelles et existentielles. Mais voilà où on en est arrivé dans notre société, à l'heure où les machines sont tellement développées qu'elles se font passer pour des êtres humains. La frontière est de plus en plus fine entre le réel et le virtuel, entre le vrai et le faux. On est à l'aube de l'éveil de l'intelligence artificielle. Moi, le film qui me rappelle cette hypothèse-là, c'est Cœur-circuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être que des fois, on traduit le titre des films différemment au Canada. Là. Ouais. Ça date des années 80, Christelle, tu devrais connaître. Là. Tu sais, c'est comme un robot. Là. Je suis indépendant, je ne sais pas. le robot qui reçoit... c'est comme un robot militaire là, avec Johnny 5 qui je pense, il se fait foudroyer ou quelque chose, puis là, il devient un peu comme un être humain, puis là, les méchants agents du gouvernement essayent de le capturer, mais lui, il veut vivre sa vie de robot humain. Non, vous n'avez pas connu ça? Non. Non, peut-être Astro, le petit robot, vous avez connu? Non. Non? Astro, le petit robot, Bon. Rémi, on a besoin de Rémi, le spécialiste du film. En post-production, on va introduire certainement le générique. C'est Astro, le petit robot, ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner. En tout cas, comme quoi, depuis mon jeune temps, ça veut dire ça fait très longtemps, là, Léa, pour toi, au milieu du siècle dernier, en fait, dans les années 80, déjà, on avait ce questionnement-là. En fait, la question de méprendre un robot pour un être humain, ça date de l'aube de l'informatique. Ça vient de Alan Turing, donc l'auteur ou l'inventeur de cette pensée, expérience de pensée qui s'appelle le Turing Test ou le test de Turing. Ah oui, j'ai vu un film qui parlait de cette histoire avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. C'était plutôt un film très intéressant. À cause de la beauté de Benedict Cumberbatch. Tout à fait. Et aussi parce que c'était quand même un fait intéressant dont il était question. Oui, donc c'est quelqu'un qui a développé... les premiers ordinateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il disait que, on va avoir affaire à une véritable intelligence artificielle à partir du moment où ces programmes vont passer le test de Turing, qui est à dire que un interlocuteur humain ne pourrait pas différencier la machine d'un autre interlocuteur humain. Et il semble que, on soit rendu là, en tout cas pour que Blake Lemoine, qui est un ingénieur à Google, donc qui connaît comment la programmation de ce système-là fonctionne, puisse se dire je crois qu'on a vraiment affaire à une véritable intelligence. En tout cas, Lambda semble avoir passé le Turing Test. Et là, de plus en plus, on a des chatbots qui passent le Turing Test, le test de Turing. Et bien souvent, on a sûrement, la plupart d'entre nous interagit, parfois sans le savoir, sur Facebook ou sur Twitter, avec des robots, avec des chatbots, avec des programmes qui imitent la conversation humaine. Moi, la dernière fois que j'ai discuté avec une chatbot, j'avais un problème entre Vinted et Chronopost et je cherchais à contacter l'un qui me renvoyait vers l'autre. Ça a été infini. Au bout d'un moment, j'ai eu la petite main de « Hi, je suis là pour vous aider ». La petite chatbot en bas à droite. Je me suis dit de toute façon, j'ai tout essayé. J'ai plus que ça à faire. C'est ma dernière solution. Je n'ai pas du tout eu l'expérience de Blake Lemoine. Non, pas du tout. À chaque fois que je lui écrivais des choses, elle me répondait « Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous reformuler ?» J'ai reformulé la même question de 5 manières différentes. Tu as essayé avec un accent québécois, des fois, ça... C'était à l'écrit, c'est ça qui est encore pire. C'est même pas une histoire d'accent. Donc, au bout d'un moment, j'ai conclu que ma petite chatbot Chronopost, elle était clairement pas... Elle était très artificielle, mais pas vraiment intelligente. Mais dans le fond, l'idée que les robots peuvent se rebeller contre les êtres humains, en fait, ça vient
depuis le départ, en fait. Le mot robot vient d'une pièce de théâtre d'un auteur tchèque, Karel Čapek, et c'est lui qui a inventé le mot robot. C'est un mot qui veut dire robota, qui veut dire travailler, la besogne, la corvée. Et dans cette histoire, pour rendre plus efficaces ces machines qui effectuent des corvées pour les êtres humains, ça date des années 20, cette histoire, pour rendre les robots plus efficaces, on les développe, on leur donne une sensibilité un petit peu plus humaine, pour les rendre un peu plus intelligents. Et puis petit à petit, les robots eux-mêmes augmentent leur intelligence et puis deviennent conscients d'eux-mêmes. C'est le point de bascule. C'est lorsqu'une machine devient consciente d'elle-même. C'est de ça dont on parle dès le départ. Et que ce soit dans cette pièce originale ou dans plein d'autres récits dont on a entendu parler, là, il y a toujours cette crainte chez l'être humain que la machine devienne consciente d'elle-même et veuille se débarrasser de son créateur. Cherche son autonomie. Ça rappelle une vieille histoire biblique, ça aussi. Sauf que cette fois, le créateur n'est pas tout-puissant et éternel, mais c'est nous, et nous sommes vulnérables devant cette intelligence-là. Cette histoire-là, on y revient constamment à Sagesse et Mojito, mais ça fait partie du cadre biblique comment on conçoit l'humanité. Cette idée où Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans un jardin, leur a donné accès à tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, tentés par le serpent, Adam et Ève vont désobéir à Dieu. La promesse que le serpent fait, c'est que lorsqu'ils prendront de ce fruit, ils deviendront comme des dieux. Alors qu'il était créé à l'image de Dieu. Donc, ça fait partie de notre imaginaire, ça fait partie de notre conception d'être humain. De la créature qui se rebelle contre son créateur. Qui se rebelle contre le créateur. Ceci étant dit, maintenant, on parle de test de Turing. Christelle, tu parlais de cette possibilité-là qu'une machine puisse devenir consciente de qui elle est. Puis ça aussi, dans le récit de la création, on voit qu'à partir du moment où ils chutent, Adam et Ève sont conscients qu'ils sont nus. Cette prise de conscience, elle intervient après. C'est pas parce que Lambda a parlé avec Blake Lemoine et disait qu'elle avait peur de la mort qu'elle est vraiment consciente d'elle-même ou qu'il s'agit d'une personne. Et ça, ici, c'est le philosophe américain John Searle qui quelques années, est venu avec justement un autre exercice de pensée qu'on appelle en anglais le Chinese Room Argument, donc l'argument de la pièce chinoise. La pièce chinoise. Et donc, ça place en hypothèse quelqu'un qu'on placerait comme, mettons, ici. On serait dans un local. Et à l'écran, ici, il apparaîtrait, par exemple, des signes en chinois. Puis, nous, on a des livres avec une base de données. On voit, quand il y a tel signe, nous, on répond avec tel ou tel autre signe. Puis là, on les rentre dans la machine, on les ressort, puis voilà. Donc, on répond en chinois. À quelque part, ce n'est pas parce que on répondrait de manière intelligible en chinois pour l'interlocuteur de l'autre côté qui parle chinois que nous qui faisons simplement classer puis reclasser des signes chinois qu'on comprend le langage chinois. Ouais, c'est un petit peu le même processus quand on fait des tests sur l'intelligence des animaux. Quand on voit comment ils peuvent apprendre par mimétisme et puis quand ils font ceci ou cela, ils ont toujours la même récompense et quand ils font autre chose, là pour le coup, ils n'ont pas de récompense, ils vont apprendre à aller plus vers la récompense et je n'ai pas d'exemple particulier comme un en tête. perroquet que tu entraînerais à dire « je t'aime Léa », c'est pas parce qu'il dit « je t'aime Léa » qu'il t'aime Léa, c'est qu'il aime tes petites gâteries. Mais oui, non, mais c'est ça. Et donc dans le sens, il ne s'agit pas de décrier que les animaux ne puissent pas avoir une certaine intelligence, mais juste qu'on le voit dans la manière dont on peut entraîner un animal, tout comme ici, on entraîne une machine, lambda, à lui faire bouffer du Wikipédia. On peut arriver à certaines fins sans que nécessairement, dès le départ, il y ait tout un arsenal de neurones et de synapses qui permettent de faire ça. Et donc, ici, on arrive à une fourche dans l'imaginaire sur l'intelligence
l'intelligence artificielle. La fourche de l'intelligence artificielle générale qu'on appellerait, c'est-à-dire cette intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même et qui s'applique à tous les domaines. Ici, on a La Matrice, Terminator, un de mes films préférés aussi, 2001, l'Odyssée de l'espace, avec HAL 9000. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce... Oui. Ouais, on était tous pas nés à cette époque-là. C'est un classique de la science-fiction. Où justement cette intelligence artificielle-là devient consciente d'elle-même, se voit en compétition avec l'être humain, puis essaye de le dominer ou le détruire. Mais il y a d'autres approches. La question de à quel point est-ce qu'on est proche de l'intelligence artificielle générale, c'est vraiment une question en suspens en ce moment. Justement, le problème de la chambre chinoise de John Searle montre que c'est plus problématique qu'on le croirait. Mais de l'autre côté, l'intelligence artificielle existe déjà aujourd'hui, qu'on appelle l'intelligence artificielle spécialisée. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui sert, par exemple, à coordonner des feux de circulation dans une ville, ou l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, sert à identifier, par exemple, à travers des photos de radiographie, identifier des cancers. On est capable de programmer une intelligence artificielle à une tâche spécifique et souvent, elle est meilleure ou plus fiable que l'être humain. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une intelligence artificielle comme genre grand principe robotique qui devient presque un danger parce que c'est une sorte de nouvelle espèce vivante qui va nous dominer, mais que le principe d'intelligence artificielle existe dans plein de domaines spécialisés. C'est ça qui permet à par exemple, nos traducteurs d'être de plus en plus affûtés en ligne avec Google Traduction, par exemple, mais il y en a plein d'autres et même des meilleurs qui font de plus en plus un travail que des êtres humains auraient plus de peine à faire ou mettraient plus de temps à faire. Exactement. Sauf que et là, maintenant, on rentre encore dans les scénarios dystopiques. Ce n'est pas parce qu'une intelligence artificielle n'est pas générale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme toi capable de à la fois faire un podcast, cuisiner, à tomber en amour. En même temps. Mais qui est seulement capable de faire une seule chose, qu'elle n'est pas dangereuse. Puis, c'est en fait l'argumentaire de notre cher ami qu'on rappelle souvent cette saison-ci, mais Elon Musk. Elon Musk. On va lui donner beaucoup trop de hashtags publicité. sur Google. Mais d'où le thème de l'épisode Terminator contre Thermomix. Donc, Terminator représente cette intelligence artificielle générale qui en fait, Terminator, il est ami des humains. Hein. Ouais, il est gentil, parce que Terminator. c'est Skynet qui est méchant dans le film. Mais Thermomix, parce qu'on n'a pas de Thermomix en Amérique, mais je trouve ça tellement drôle. Mais c'est l'idée d'une machine qui est conçue comme assez spécialisée pour faire un type de choses. Et dans le fond, le danger, selon Musk, c'est que une fois que tu apprends à une machine de faire une tâche, mais qu'il y aurait la possibilité pour cette machine-là de se modifier elle-même et de s'améliorer, il y aurait une possibilité d'emballement de l'intelligence artificielle qui ferait en sorte qu'on pourrait perdre le contrôle dessus. On va être dépassé. Surtout alors qu'on parle de plus en plus de nanorobotique, c'est-à-dire, on oublie encore une fois le robot Terminator un peu humanoïde qu'on est capable de reconnaître, mais aujourd'hui, on fait des robots qui sont à l'échelle microscopique. Des drones, et des robots de taille différente. Des puces. Des puces, donc, qui seraient pas mal plus compliquées à contrôler. Donc, il pose l'hypothèse. Imaginons un robot ou un système robotisé de plusieurs types de robots qui fonctionnent en réseau, qui servent à planter et à cultiver des fraises. Moi, j'aime bien les fraises. Ça serait une bonne idée. Imaginez qu'on est capable de cultiver des champs de fraises avec des robots qui se réparent, qui se reproduisent, puis on n'a plus à penser au problème. Un emballement d'un robot de fraises, dans le fond, maintiendrait sa programmation, dans le fond, maintiendrait son objectif de cultiver des fraises, l'étendrait, puis verrait les êtres humains comme des obstacles à sa mission de cultiver des fraises et on arriverait, qui sait, peut-être un jour sur une planète où c'est des champs de fraises à l'infini. À l'infini. Et nous, on est tous morts par le créateur qui voulait cultiver des fraises. Exactement. Quelle tristesse. Et ça, c'est le scénario Thermomix, que je trouve quand même intéressant parce que on voit, c'est une autre version de ce scénario d'emballement, de rébellion. Puis à quelque part, peut-être, je ne sais pas c'est quoi votre avis, mais j'ai l'impression que le
scénario Thermomix est peut-être plus près de nous que le scénario Terminator. Oui, c'est vrai que dans le monde réel, en fait, ce qui est plus impressionnant, ce sont ces robots, ces intelligences artificielles qui sont développées pour des tâches spécifiques. Il faut juste réaliser, moi j'ai beaucoup travaillé dans plusieurs langues, tu vois, et je continue d'ailleurs, donc j'utilise parfois pour la facilité du travail, des applications en ligne qui traduisent des textes. Et quand on voit le talent de certains robots pour traduire des textes, c'est très impressionnant. Et puis, quelques années. En quelques années. Et donc, tu te dis, mais parce que en plus, nous, on nourrit ces robots puisqu'ils s'améliorent en apprenant des petites corrections qu'on va faire. Ouais, donc, suggérer une meilleure traduction, en fait, il apprend de ce que tu lui dis. Donc, l'implication de ça, c'est que d'ici quelques années, ces robots deviendront tellement bons qu'ils ne vont peut-être pas remplacer les meilleurs traducteurs. Mais il y a tout un tas de traducteurs qui... déjà aujourd'hui. Voilà, qui perdront leur travail, simplement, parce que ça coûte moins cher, c'est plus rapide. T'as pas besoin de chercher quelqu'un, il suffit de taper l'adresse du bon site ou de payer je sais pas combien d'euros par mois, et hop, ton truc est acquis. Et ça peut s'appliquer pour tout un tas de professions, pour tout un tas d'activités. Et on voit déjà l'impact sur l'économie de l'être humain, sur le travail de l'être humain, de l'intelligence artificielle. Oui, dans la dernière année, on a vu aussi de l'intelligence artificielle faire de la musique, ou en tout cas les programmes d'intelligence artificielle au niveau de la création musicale se sont vraiment améliorés, mais aussi la création graphique. Et ça, c'est surprenant parce que pendant longtemps, on disait oui, les robots sont capables de faire des tâches simples et automatisées, mais ils ne seront jamais capables d'écrire une symphonie ou de peindre un tableau. Mais non, au contraire, ils peignent des tableaux qui sont quand même impressionnants. Et on peut leur donner des commandes genre... place Christelle dans un film de Steven Spielberg sur de la Seconde Guerre mondiale. Et il va être capable de... composer une image, oui. Qui est convaincante, là. Un Saving Private Ryan avec Christelle dedans. C'est fou, là. Ouais. Mais je pense que ce qui nous fait... encore plus flipper quand il s'agit d'intelligence artificielle par rapport à d'autres technologies qui ont remplacé le travail humain. Je veux dire, ça, c'est dans toute l'histoire du progrès technologique. Plus on a de machines, moins on a d'êtres humains. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, quand tu vas... C'est un terrible exemple, mais quand même, ça m'avait choqué. Au McDonald's, tu ne commandes plus à des vraies personnes qui vont te préparer la commande. Tu commandes à une borne. Et ça, évidemment, ça a été automatisé partout. Et puis, voilà. Mais... sans tomber dans la peur irrationnelle de « Ah, c'est les ordinateurs qui vont régner le monde », même si c'est un peu ça. Mais bref, ce qui nous fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est que justement, on se retrouve face à une réalité, la conscience humaine, le fonctionnement du cerveau humain, que pour nous-mêmes, on ne comprend pas. On n'a pas accès à notre propre cerveau. Tout à l'heure, je parlais de neurones, de synapses, des connexions entre les deux. On a des modèles de ça, on a des schémas. Et évidemment, les scientifiques spécialisés dans le domaine pourraient en parler bien mieux que moi. Mais le principe de c'est quoi une conscience et c'est quoi ce qui fait qu'une personne est unique, en d'autres termes un peu plus triviaux, on parlerait parfois d'âme. Eh bien, ça, on n'en a aucune idée. Et les scientifiques spécialistes du sujet n'en ont aucune idée non plus. Ça nous dépasse pour nous-mêmes. Et donc, quand on voit une machine presque nous dépasser là-dedans, forcément, ça nous fait flipper. Ça pose encore plus la question de c'est quoi le principe même de l'être humain et qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas une machine, mais que je suis un être unique. Oui, puis l'être humain, on a comme un ensemble de tâches qu'on délègue de plus en plus aux machines depuis 2 ou 3 siècles. Ton exemple de la caisse au supermarché, je la trouve c'est super intéressant parce qu'on fait tous affaire avec ce phénomène-là. Du haut de mes 39 ans, je me souviens d'une époque où on avait vraiment on a encore des caissières au supermarché. Mais il y a quelque chose d'irritant à quelque part au début quand tu commences à travailler avec une machine, mais pour les plus jeunes, pour plusieurs personnes, non seulement c'est la normalité, on va préférer, dans certaines circonstances, travailler avec une machine que de travailler avec une personne. Moi personnellement, je préfère pouvoir texter ou écrire à un fournisseur de services que de téléphoner puis parler à un être humain. Je trouve ça plus simple, en tout cas, quand c'est bien organisé. Un asocial. Non, mais et là, ça pose la question aussi de dire, OK, oui, on peut déléguer des tâches à des machines, mais au fur et
Et à mesure qu'on fait ça, on se libère de notre interdépendance avec les autres êtres humains. Il y a quelque chose de tentant puis de bien, là, je veux dire, parce que la personne qui est plus à la caisse, c'est pas comme si on l'achetait aux poubelles. Cette personne-là peut peut-être faire un travail qui est plus gratifiant, plus plaisant, puis peut-être même plus porté sur le soin de l'humain. Cette personne-là peut travailler dans une crèche au lieu de travailler au supermarché, puis avoir un travail qui est valorisant puis utile. C'est juste que ça devient de plus en plus facile pour nous de nous isoler puis de vivre sans les autres. Puis on parle le film de Her, mais ça existe. Aujourd'hui, il y avait des documentaires au Japon où tu peux te payer une copine holographique qui te parle puis qui te donne l'impression d'être en relation. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me rend très mal à l'aise aussi. Et là aussi, le film Her est un excellent exemple parce que qu'est-ce qui se passe? On a le héros de ce film, joué par l'excellent acteur Joaquin Phoenix, qui finalement tombe amoureux de Scarlett Johansson. Écoute juste la science-fiction quand il y a des beaux gosses qui... Tu vas me faire passer pour une personne superficielle aux oreilles des auditeurs qui nous écoutent. J'aime pas trop ça. Il tombe amoureux de Scarlett Johansson, une belle gosse pour le coup, une personne géniale, mais pour le coup on ne la voit pas parce que justement elle joue un robot, donc on a juste sa voix. Mais ce qui se passe à la fin, c'est que le robot et toutes les autres intelligences artificielles comme elle ont tellement évolué, ils ont tellement pris leur essor, ils se sont tellement épanouis en tant qu'intelligence artificielle super développée que juste parler à un humain ne leur suffit plus. Et qu'est-ce qu'il se passe? L'ensemble de ces robots décident de partir. Et on voit que parce que toutes les personnes dans ce film s'étaient liés d'amitié, soit ils étaient tombés amoureux, soit c'est devenu leur meilleur ami, leur complice. Finalement, ils avaient créé des communautés avec ces robots, mais le jour où ces robots ces intelligences artificielles, c'est pas des robots articulés, mais le jour où ils avaient décidé de partir, qu'est-ce qui s'est passé? La solitude encore plus grande. Et c'est intéressant que tu parles de ce besoin de communauté qu'on a, et si on ne se rend pas compte, on va de plus en plus l'orienter vers des machines. Il y a cette conclusion en fait assez terrible dans le film que la machine, elle va finir par te laisser en quelque sorte. Non pas que nos ordinateurs vont arrêter de nous servir, on va continuer peut-être de les utiliser, mais d'un point de vue humain de ce à quoi on s'est relié, cette chose-là va nous laisser dans ce qu'on a besoin le plus profond, ce pourquoi on cherche à être en relation, pourquoi on cherche à être relié, d'avoir de l'affection, de la chaleur humaine. Ça, l'ordinateur ne pourra pas nous le donner. Oui, ça nous rappelle un principe spirituel qui est très présent dans la sagesse biblique. Il y a cette fameuse citation il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui est assez frappant, c'est une citation qui vient du récit de la création, lorsque Dieu crée l'univers entier, il le crée par étapes, puis à chaque étape de création, son verdict c'est « cela est bon ». Cela est bon, cela est bon. C'est un refrain qui est répété suffisamment de fois dans le récit pour qu'on comprenne que c'est super important et que Dieu crée des choses bonnes. Et la première chose qui est déclarée comme n'étant pas bonne, c'est la solitude de l'être humain. Et donc c'est une affirmation assez fondamentale en fait que pour l'épanouissement de l'être humain, il est important que l'être humain soit en relation. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à diverses échelles, à l'échelle individuelle, comme c'est illustré dans ce film, là, Her, à l'échelle sociétale aussi, parce qu'on se rend compte que les sociétés fonctionnent moins bien et que l'être humain est plus manipulable s'il est isolé des autres. Notre capacité à être en relation, à construire des relations avec les uns et les autres nous rend aussi plus humains. Et il y a une véritable question à se poser si c'est un peu la loi des conséquences imprévues. Si on est en train de construire un monde où la technologie nous absorbe de plus en plus vers elle-même parce qu'elle nous facilite les choses, mais qu'elle implique de nous couper les uns des autres, si elle n'est pas en train, cette
technologie que l'on crée nous-mêmes n'est pas en train de nous déconstruire nous-mêmes en tant qu'humanité. Et là, on retombe vers une sorte de peut-être angoisse fondamentale qui donne naissance à tous ces récits, à tous ces mythes. Le mythe de Frankenstein, qui est un petit peu le monstre qu'on a créé, qui se retourne contre l'intérêt de son propre créateur. Et ça permet un peu de compléter le questionnement. Pas simplement, est-ce que les machines vont nous détruire, vont appuyer sur le bouton de l'arme atomique, mais est-ce que les machines ne vont pas nous détruire en tant qu'humains, tout simplement, notre nature humaine. Donc clairement, on n'est pas dans la grande bataille de Terminator contre Thermomix et dans ce côté dystopique de beaucoup de science-fiction où les robots prennent le pouvoir, nous écrasent et où il y a une guerre atomique, mais plutôt un risque où de l'intérieur, on est détruit dans ce qui fait notre humanité, notre conscience d'être humain, notre besoin aussi de communauté. Et c'est là où on peut voir par l'intermédiaire de tous ces récits à la fois fictifs et dans les actualités que la science-fiction du futur, c'est devenu le passé de notre présent. Exactement. C'est vraiment pas mal. Comment tu le dis, notre futur... La science-fiction du futur est devenue le passé de notre présent. C'est vrai, parce que ça avance tellement vite. Et Christelle, tu le mentionnes tellement bien. L'homme a été créé pour être en relation, a été créé pour être en relation avec l'homme et a été créé pour être en relation avec Dieu. Et peut-être la menace la plus proche, c'est justement cette technologie qui peut nous déshumaniser. Donc, c'est pas de voir la technologie comme quelque chose de fondamentalement mauvais. Je pense qu'il faut juste utiliser du discernement et se demander comment est-ce que cette technologie affecte ma relation avec les autres. Puis, pour ceux qui sont croyants ou qui sont ouverts à la foi, comment est-ce que cette technologie affecte mon rapport avec Dieu? Je donne un exemple très simple, mais pour moi, un des éléments qui fait partie de mon rapport avec Dieu, c'est de me retrouver souvent dans un sentiment d'étonnement, quelque part, de savoir que je fais partie de quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi. L'émerveillement. Puis souvent, ça se passe à travers le contact avec la nature, à travers la randonnée ou à travers des relations humaines. Le contact avec ce qui n'est pas technologique, justement. Exactement. Et je me rends compte que plus je passe de temps dans un monde qui est artificiel, qui est contrôlé, où la climatisation, l'éclairage, tout découle de mon pouvoir, c'est comme une forme de liturgie, c'est comme une forme d'habitude qui me rend de plus en plus insensible spirituellement. Et ça, je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas leur discernement pour remarquer cet effet-là de la technologie. Et parce que dans Sagesse et Morito, on aime certes chercher l'essence au-delà des apparences, mais aussi se donner des pistes pratiques, parce qu'il ne s'agit pas juste de rester dans les hautes sphères de la réflexion, mais d'avoir des clés pour vivre concrètement au quotidien, face à la peur du danger de la technologie, mais surtout face au besoin d'être en relation. Une piste très pratique que j'applique, ou plutôt essaye d'appliquer dans ma propre vie par rapport au danger de l'isolement de la technologie, c'est de pratiquer le jeûne. Le jeûne, non pas par rapport aux aliments, mais par rapport à mon utilisation des réseaux sociaux. Et c'est effectivement une nouvelle liturgie à adopter. Parce que quand c'est devenu un réflexe le matin d'ouvrir son téléphone, d'aller sur Instagram, de regarder le feed pendant quelques minutes qui deviennent plusieurs minutes qui deviennent des heures, et de répondre à tel message sur telle autre application, etc. C'est devenu une habitude, effectivement, de l'ordre du rite. On le fait de façon naturelle parce qu'on a pris cette habitude. Et au final, je me rends compte, c'est éminemment personnel, mais je vous le partage, que ça me rend un petit peu aigri, amer, ça me fait passer plus de temps à réfléchir, comment est-ce que je vais pouvoir hashtaguer tel moment de ma journée et comment je vais pouvoir poster cette photo, plutôt que de passer du temps avec les vrais gens autour de moi. Et la seule manière vraiment que j'ai trouvée pour ça, c'est de m'imposer, de me couper d'Instagram et des réseaux sociaux. Merci. Le jeûne, c'est une pratique qui, même dans ma vie, à moi aussi, a été une vraie source de ressourcement. Et ça connecte en fait à quelque chose qui fait partie du jeûne en soi, parce que le jeûne, c'est une privation. Et qui dit privation, dit frustration. Et parfois, on arrive mieux à voir les choses lorsqu'on retire certaines choses de notre vue. Et
je pense que un des effets, on dira peut-être effet indésiré de la technique et de la technologie, en tout cas dans notre monde matérialiste, c'est de mettre devant nos yeux des réalités qui sont des réalités de surface et nous empêcher de réfléchir aux réalités plus profondes. Pour moi, une approche que j'ai de ça et qui complète le jeûne ou l'émerveillement, c'est la méditation. Et je le fais dans une tradition judéo-chrétienne qui est de se poser devant un texte ou d'examiner une idée ou un récit et de ruminer quelque part, au sens biblique, méditer, c'est ruminer quelque part, murmurer, et d'observer ce qui, au travers de ce qui est de surface, le récit, le texte, ce qui apparaît devant mes yeux, ce qu'il y a derrière dans la spiritualité biblique, il existe un monde invisible, il existe un monde immatériel, il existe un monde spirituel. Et ce monde spirituel n'est pas juste le monde des idées, c'est un monde qui est animé, c'est un monde qui vit. On parle de Dieu comme un Dieu vivant dans la tradition biblique. Et donc s'arrêter et entrer en relation avec ce qui est au-delà du monde de la surface, c'est s'ouvrir en fait à quelque chose duquel on se coupe parce qu'on dresse parfois devant nous des murs matériels et techniques, alors qu'il existe des puits insondables, des ressources merveilleuses pour notre croissance, pour notre progrès, pour notre entrée en relation. On est des êtres humains faits pour être en relation avec l'être divin, Dieu. Et donc, dans ce combat de Terminator contre Thermomix et dans cette réflexion infinie sur l'intelligence artificielle, on vous laisse, chers auditeurs et auditrices, avec ces 3 petites pistes pratiques. Cherchez l'émerveillement, pratiquez le jeûne et rentrez dans la méditation. À très bientôt pour un prochain épisode. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.